Salut les amis, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, hein. Vous aurez remarqué que ma Buick Skylark, ça fait un moment que je vous en ai pas parlé sur la chaîne. Il y a une bonne raison à ça, c'est que je m'en suis séparé il y a maintenant quelques mois. Et c'est d'ailleurs un abonné de la chaîne qui en est maintenant le propriétaire. Et il y a une raison à ça, j'avais en tête un modèle qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, une Plymouth Barracuda dans le Nord, qui avait l'air d'être une super opportunité, une bonne base de restauration, vraiment un bon plan, un truc qu'on trouve pas tous les jours. Et finalement, le projet s'est révélé beaucoup plus complexe qu'il n'en avait l'air. C'est-à-dire que la base n'était pas aussi saine et qu'il y avait beaucoup de choses à reprendre. Donc finalement, j'irai pendant des mois à la recherche d'un nouveau modèle que j'ai finalement trouvé au fin fond des États-Unis, et je vais vous la présenter tout de suite parce que je viens d'en être livré là aujourd'hui même. On va faire un petit tour de ce modèle, mais je vais pas tout de suite vous le dévoiler. Je vais d'abord vous donner quelques indices pour vous faire patienter un peu quand même. Désolé pour l'éclairage, hein, c'est une catastrophe, mais là, on a vraiment les pires conditions pour un premier trajet avec une bagnole qu'on connaît pas. On est en hiver, il est même pas 18 h, il fait déjà nuit noire, et forcément l'éclairage est mauvais, et en plus, il pleut. C'est la totale, donc c'est vraiment génial quand on connaît pas une bagnole. Et je vais commencer par un premier indice, que les initiés reconnaîtront tout de suite, si je vous fais entendre ça. Ça vous dit quelque chose? Et si je vous montre ça, ça vous parle? Les amis, je viens de m'offrir une des voitures les plus cool de la production américaine, une Plymouth Roadrunner. Dans ces conditions d'éclairage absolument à chier, voilà la voiture. Le bleu, alors c'est un bleu, c'est pas un violet, là franchement avec cet éclairage pourri, on s'en rend pas bien compte. Dans sa config, complètement matching number, avec les petites rally wheels d'époque qui vont bien, la petite bande qui court comme ça depuis le pavillon, avec ce magnifique Bip Bip de Bip Bip et Coyote, le fameux cartoon. Alors là, vous n'allez pas bien vous en rendre compte avec cet éclairage pourri, mais la peinture est à reprendre intégralement. C'est une espèce de barn find, elle est complètement d'origine, mais elle a cramé sous le soleil d'un état chaud des États-Unis. Regardez-moi cette ligne juste magnifique d'un des muscle cars les plus cultes. Et mécaniquement, elle est très bien, elle a l'air d'être assez safe. Maintenant, voilà, je la connais pas trop, donc je préfère prendre mon temps. Bon voilà les amis, on est à bord de la Plymouth Roadrunner 71 que je viens de m'offrir. Je suis comme un gamin, cette bagnole j'ai bavé dessus toute l'après-midi, je la trouve juste magnifique et elle est dans l'état que j'espérais. J'en ai vraiment chié pour l'avoir cette voiture. Je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo. L'importation a été je dirais pas une catastrophe, mais ça a été extrêmement long, extrêmement compliqué, à tel point que j'ai vraiment cru à un moment que j'allais devoir m'en séparer là-bas et oublier cette idée de Roadrunner. Bref, c'est parti, on y va. Donc toujours dans ces conditions bien hivernales, bien pourries. En tout cas, déjà, je suis bien installé dans mon fauteuil. Je suis assez étonné de la mollesse de cette banquette. J'ai l'impression que c'est encore plus moelleux que ma Buick Skylark d'avant. C'est assez inattendu. Allez, on démarre. Ça, c'est classique, hein. Ça y est, c'est parti. Bon, elle a eu un peu de mal quand même, hein. Il a fallu la lancer. Je vous laisse l'éclairage parce que sinon vous allez absolument rien voir. Déjà, ça va pas être terrible. Le petit truc un peu embêtant, c'est que du coup la ventilation n'a pas l'air de bien fonctionner. Donc je vais être obligé à un moment d'ouvrir les fenêtres pour voir quelque chose. Mais là, la buée, ça va être un peu compliqué. C'est vraiment l'aventure. La vache. Alors là, avec les halos lumineux, avec les phares des hôtes, j'ai une visibilité mais catastrophique. En première impression, je suis plutôt agréablement surpris parce que vraiment je m'attendais à la fin à avoir une bagnole qui pas forcément top, pas forcément utilisable tout de suite, étant donné que on m'a parlé d'un freinage boiteux, d'un moteur après dans le rapport d'un des transporteurs de la voiture qui démarrait plus. Bon, a priori non, il n'y a pas de problème. Il y aura un travail à faire sur le freinage, hein. J'ai repéré une petite fuite sur un cylindre de roue arrière, mais sinon franchement elle se conduit plutôt bien. Le moteur a une gouache incroyable. Je l'ai pris juste pour aller faire un plein avant cette vidéo. Entre midi et 2, je l'ai fait vraiment à la va-vite, donc je n'ai pas filmé. Et elle est incroyable parce que ce 383, il y a un déréglage à faire, mais il est assez surprenant parce que même avec ses réglages de carbu un peu claqués, et elle envoie de malade. C'est-à-dire qu'à la moitié de la pédale, je burn. Alors je sais pas s'ils m'ont fait une prépa là-dessus ou si c'est d'origine, mais franchement je suis impressionné par la puissance de ce moteur. Bon, là je vais pas trop la pousser parce que franchement c'est pas vraiment le contexte, je veux juste rentrer safe. Il y a pas mal de vibrations, pas mal de bruit de roulement. Bon voilà, c'est une voiture qui est
Pour moi, c'est une vraie barn find, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a été oubliée dans un coin, elle a cramé au soleil, elle a subi une petite remise en route dans les règles, hein. Le moteur est quand même sain, au niveau électrique tout fonctionne bien globalement. C'est une voiture vraiment à continuer de restaurer, surtout au niveau cosmétique et au niveau des choses qui sont souvent négligées par d'anciens proprios, tout ce qui est cylindre bloc, tout ce qui est freinage ou autre. Il faut faire une... voilà, il y a des flexibles, il y a des caoutchoucs à changer dans tous les sens, 2-3 petites bricoles, mais c'est une super bonne base de restauration. Et même à la conduite, ça sent. Tout fonctionne, donc j'ai la pression d'huile qui m'a l'air correcte, hein, elle reste dans les bonnes valeurs. La jauge d'essence, ça m'avait manqué, ça de ne pas avoir à me taper la réparation de la jauge d'essence qui fonctionne bien. J'ai fait le plein, c'est bien remonté. Là, j'ai les essuie-glaces qui font leur taf, les essuie-glaces de vitesse d'époque. Tout l'éclairage est entièrement fonctionnel, il n'y a pas de bricole. Vraiment, on sent qu'il y a une volonté de remettre cette voiture sur la route. Et puis peut-être finalement le projet de restauration a été avorté. Elle est globalement très confortable, comme je le disais, les assises, on est vraiment bien dedans. On est, je trouve, un poil mieux que dans ma Skylark. Mon ex Skylark était quand même déjà top niveau. A l'inverse de la Skylark, par contre, on sent vraiment que c'est une sportive parce qu'au niveau des trains roulants, au niveau amortissement, il y a de la barre stable, il y a quelques éléments qui rendent son comportement un peu plus sportif et qui lui permettent de mieux tenir la route. Dans les ronds-points, j'ai moins cette sensation de roulis, de basculement de gauche à droite quand je vais un peu vite. Non, là c'est quand même mieux maintenu. Et finalement le confort, il est quand même très bon. C'est pas exagéré comme la Buick, c'est vrai qu'il n'y a pas ce stéréotype de l'américaine qui était aussi très sympa. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la batterie a l'air de bouger, donc j'espère que je vais rentrer chez moi. L'alternateur, je suis pas sûr qu'il fonctionne bien, il avait l'air, et puis là j'ai l'impression que la tension baisse un peu. Donc ça me rassure pas trop. On va y aller mollo, il reste un peu de route, il reste 30 minutes la vache. Waouh. Voilà les amis, on croise les doigts, hein. C'est l'aventure de toute façon. Je prends le risque de rentrer par la route avec une voiture dont je n'ai pas trop de connaissances, hein, avec laquelle je suis en train de faire connaissance finalement. Et je lui serais très reconnaissant de m'emmener chez moi. La souplesse de la direction, elle est vraiment à l'américaine. On a un très bon rayon de braquage, ça c'est vraiment, j'adore ces détails là. Ça rend ces voitures extrêmement appréciables, surtout en ville. Il y a des petites manœuvres à faire. Et puis le V8 les amis, j'en parle pas, je sais pas comment ça va donner à la vidéo. Mais là j'ai un échappement complètement pété, explosé, donc il est troué de partout. Donc elle gueule encore plus. Et c'est trop agréable quoi, ce 383 il gronde mais c'est impressionnant. Et c'est vraiment la grosse sonorité de muscle car V8 Mopar de la période, il n'y a pas de discrétion. Et c'est pas vraiment ce qu'on demande à un muscle car justement. Autant sur une Skylark comme j'avais avant, il faut que ce soit entre deux parce que ça reste un véhicule un peu de luxe, un peu orienté route, un peu plus pépère. Autant là, c'est une vraie caisse de kéké la Roadrunner. Et le mec qui voulait une voiture, une Plymouth tranquille sans histoire, il prenait la petite satellite de base. Et le mec qui voulait un truc qui cause un peu, il passait sur la Roadrunner quoi. Et la Roadrunner, ça en jette un peu, faut qu'il y ait des couleurs un peu flashy, des bandes sur les côtés, des jantes, des grosses motorisations. Il faut qu'il y ait surtout bien marqué la cylindrée sur le capot quoi, pour savoir à qui on a affaire. Et pour, en tant que proprio, se la péter un peu quoi. Ah mais cette sonorité les amis, franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais comment tu peux pas tomber sous le charme de ça, cette sonorité de V8 américain? C'est magique quoi, moi je peux pas vivre sans quoi. Aujourd'hui j'ai besoin de ça. Il n'y a pas d'autres bagnoles qui puissent me rendre autant heureux que ces anciennes et ces anciennes américaines et leur V8 quoi. Assez étonné, la buée il y en a mais j'arrive encore à voir devant moi donc ça va, c'est moins catastrophique que je pensais. Heureusement que j'ai pas pris l'autoroute par contre. De tension remonte, redescend, bon écoute on verra bien. La température, il n'y a pas d'histoire. La pression d'huile, elle est comme il faut, visiblement. Oh, lui, il m'arrive sur le côté, c'est super. Ah bah voilà, ça burn en 2-2. J'y vais doucement, putain, même en ligne droite, quoi, ça burn. Ah, le délire, sans déconner. J'adore. Voilà, ce bruit de péniche. C'est pas ce bruit, c'est cette douce mélodie, cette petite chanson. Putain, le moteur, mais c'est un truc de dragster ou quoi qu'ils m'ont mis là-dedans, sans déconner. Et on est que sur le 383 quoi. Alors je peux même pas imaginer un 440 ou alors un EMI. Parce qu'il y avait des EMI aussi là-dessus, une dernière année du EMI. Waouh, waouh. Je pense qu'à l'époque les mecs franchement ils se sont fait des belles frayeurs avec ces bagnoles. Dès qu'il n'y a plus d'éclairage urbain, ça devient catastrophique. Là je suis le camion devant moi, là le bus devant moi. Et j'en ferai pas plus. Le dégivrage, c'est la vie hein, franchement. Je vais pas trop vite non plus pour pas avoir trop de pluie sur le pare-brise. Parce que sinon c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, je les prends à 30. Et là j'arrive à la maison. Donc je dirais que le pire est derrière moi en principe. Ouais, ça va Dirty Bob? Hein? Oh wow.
Voilà le résumé de cette soirée. J'ai été tellement deg, sans déconner, elle avait fait 20 minutes de route nickel toute la journée, elle avait fait 4-5 démarrages à froid nickel. Et là, j'arrive devant la maison, mais j'aurais jamais dû couper le moteur. Mais la grosse erreur de noob, sans déconner. Non seulement je suis deg, parce que je sais qu'elle va passer probablement la nuit dans la rue, en plus devant la porte du garage du voisin, parce que la seule place disponible. Et puis super la première impression pour ma copine, quoi. Je me dis, ça y est, elle voit la bagnole la première fois, et c'est en rade devant la maison. Et pour couronner le tout, 2 minutes après, on était en train de la pousser pour la garer proprement, quoi. Donc, pousser la bagnole sous la pluie de nuit... Pour un premier souvenir, franchement, c'est pas top. Et du coup, elle a passé sa première nuit à seulement 10 mètres du garage dehors, dans la rue. Le lendemain, après une bonne nuit à avoir gelé, je veux quand même savoir si elle va mieux redémarrer. Donc avant d'aller au boulot, je tente un démarrage et nickel, du premier coup, ça y va. Par contre, même en laissant chauffer, impossible de tenir le ralenti. Dès que je lâche l'accélérateur, elle descend, elle cale. Là, j'en ai un peu marre, donc je la brusque un peu, je fais un tour de pâté de maison. Encore une fois, une idée bien pourrie, parce que finalement, en décélération, en descente, j'ai dû rebourriner pour pas qu'elle cale. Et j'ai commencé à burner à 7h du mat, donc sympa pour le voisinage. Arrivé à seulement quelques mètres du garage, je relâche un peu à l'accélérateur, et elle cale. Et cette fois-ci, impossible de la redémarrer. Qui vient me filer un coup de main, encore une fois, à 7h du mat, de nuit et sous la pluie? Ma copine. Un sketch. Ceci dit, j'ai compris qu'il y avait bien un problème uniquement à chaud, et que le soir, je pourrais potentiellement rentrer dans le garage en augmentant la richesse du carbu. Ça a été le cas, du coup le soir même j'arrive, j'augmente grossièrement cette richesse, et elle arrive à peu près à tenir le ralenti, et là, ni une ni deux, je fonce en ligne droite dans le garage. J'ai failli exploser la poignée de porte en rentrant. Mais maintenant qu'elle est dans le garage, je peux bosser tranquillement dessus. Du coup, tout le quartier au courant que j'ai acheté une Roadrunner. Hein. Bon, maintenant je vous fais faire un tour de la bagnole quand même. Voilà, donc une Plymouth Roadrunner, année modèle 1971. Une des dernières années, la dernière année avec le fameux Big Block 383, le moteur que je voulais absolument, qui était un standard en 1971 et qui disparaît l'année suivante. C'est vraiment un moteur culte. Et dans ce bleu, intérieur bleu, c'était vraiment la config dont je rêvais, qui était finalement une config assez courante à l'époque, hein, assez classique, mais sur laquelle je bavais. Et cette bagnole, pour la petite anecdote, je l'avais vue une première fois sur Craigslist. Elle m'avait déjà tapé dans l'œil. Et finalement, j'ai loupé l'annonce. C'était un petit papy dans le fin fond de l'Oklahoma qui la vendait, pas du tout réactif. Et je l'ai retrouvé quelques jours plus tard sur un gros groupe Facebook de fans de ces modèles. Et c'est donc la personne à qui je l'ai acheté ensuite. Regardez-moi ce bel intérieur tout bleu, typique Mopar, fin années 60, début années 70. C'est exactement ce que je voulais dans cette config-là. Juste magnifique, l'intérieur est en bien meilleur état que l'extérieur. Parce que voilà, comme vous l'aurez remarqué, c'est une caisse type Barn Find. Elle est vraiment dans son jus. Elle a été redémarrée pour la vente. C'est une très bonne base. La rouille peut faire peur, mais tout est de la rouille de surface. Il n'y a rien d'inquiétant, de perforant. Elle est juste magnifique. Je base vraiment là-dessus. Et alors la Roadrunner, pourquoi elle est connue? Pour ce fameux partenariat avec la série de la Warner, Bip Bip et Coyote. On retrouve ce logo estampillé partout sur la bagnole. Ils l'ont exploité, surexploité. Et c'est ce qui rend notamment cette bagnole assez géniale, assez dingue et assez fun. Voilà, on retrouve le fameux Roadrunner aussi ici sur la planche de bord. Regardez-moi cette gueule. Sérieux, elle est magnifique cette bagnole. Cet avant comme ça, tout en calandre. Avec toujours cette fameuse tête du Roadrunner partout qui est un peu passée par le soleil. C'est vraiment de la rouille d'une peinture qui a été cramée par le soleil. La voiture a été certainement remisée pas mal de temps au soleil. Ce qui m'a plu dans cette voiture, c'est finalement d'avoir une carrosserie brute, saine, qui cache pas du mastic, qui cache pas ses défauts. Je suis comme un gosse, elle est vraiment trop bien cette caisse. Hein. Je pensais pas un jour pouvoir m'offrir une Roadrunner, surtout cette année, c'est vraiment l'année que je préfère. Elle a une gueule unique, elle a le bon moteur, elle a les bonnes options aussi, c'est ce qui m'a séduit notamment. Les freins à disque à l'avant assistés, elle a la climatisation, la direction assistée, vraiment c'est un bel exemplaire, aussi bien dans les couleurs que dans les options. Et puis elle a surtout gardé son look d'origine au maximum jusqu'aux jantes d'époque. Alors certes il y a du boulot,
Voilà, j'aurais pas pu m'offrir le même modèle entièrement restauré, mais à la limite, je préfère même, je me demande même si j'avais pas un budget bien supérieur, si j'aurais pas fait la même chose, parce que là, il y a vraiment le plaisir de redonner vie à une bagnole et de partir sur une base très saine. Parce que des fois, le problème, c'est d'acheter une caisse très restaurée, enfin entièrement restaurée aux États-Unis, c'est de se retrouver avec une bagnole sur laquelle il faut repasser complètement derrière. Parce que souvent la préparation a mal été faite, c'est mastiqué de partout, il y a eu des malfaçons dans tous les sens. Là au moins c'est moi qui vais le faire, ou je vais le confier une certaine partie des travaux à des pros compétents que je connais. L'objectif c'est vraiment de faire une restauration dans les règles de l'art. Il y a ce capot aussi qui est juste magnifique, qui est propre au Roadrunner, hein. Sur les satellites c'est un capot plat basique. Là, on a vraiment ces fausses prises d'air. On sait que c'est pas des prises d'air parce qu'elles sont vraiment mal orientées. Mais voilà, il y a vraiment un look qui laisse suggérer qu'il y en a sous le capot. Et puis la cylindrée qui est carrément affichée. Là, le petit détail qu'on a là, ce sont des répétiteurs de clignotants. Donc, je sais plus si c'est comme chez Cadillac ou GM. En général, c'était une espèce de fibre optique pour savoir aussi si les ampoules étaient claquées. Enfin bref, en tout cas, ça s'allume en même temps que le voyant sur le tableau de bord. Que je mette le clignotant gauche ou droit. Donc c'est rigolo. Et là, le cœur de la bagnole, aussi ce qui fait son charme, son originalité, c'est qu'on retrouve le 383, le V8 6 litres 3. Big block d'entrée des Mopar qui est déjà un excellent moteur très réputé et qui est surmonté toujours d'une particularité propre à la Roadrunner, ce filtre à air hein, qui est vraiment unique. Hein. On n'a pas 383 Magnum ou autre. Ou carrément rien, c'est vraiment un véhicule qui est dans une configuration très spécifique, la Roadrunner. C'est un produit vraiment à part de la gamme Mopar, c'est ce qui en fait vraiment toute l'originalité. Ce moteur, eh ben, il est dans un bon jus, il aurait été refait il y a quelques années, la peinture du bloc n'est pas trop vieille. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein de pièces vieilles, mais ils ont vraiment remplacé le minimum pour qu'elle redémarre. Donc c'est un véhicule qui, d'après moi, a été refait peut-être une vingtaine d'années, a été longtemps stocké, il a été remisé, et puis il a été récemment redémarré. Donc ils ont fait vraiment à l'économie, quoi. Je veux dire, les bougies, je vais les retirer, elles ont une gueule à l'extérieur, elles sont rouillées. Ils ont changé des courroies, ils ont changé des choses, mais ils ont fait à l'économie pour la revendre, quoi. Ceci dit, c'est quand même une bonne base, parce que malgré des pièces à chier d'époque, le moteur tourne pas trop mal et il a une patate incroyable. Donc il y a vraiment une belle marge de progression. Et puis c'est super beau, quoi. J'adore moi la climatisation sur les anciennes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Ouais, ça enlève un petit peu de chevaux, mais bon, de toute façon, il y a déjà suffisamment de couple. Et surtout, c'est quand même un confort. Franchement, c'est pas négligeable d'avoir une clim qui marche quand tu roules l'été. Et là, on trouve un petit détail typique, vraiment propre aussi à la Roadrunner. C'est le fameux klaxon bip bip. Le son qu'émet le Roadrunner dans la fameuse série. Et attention, détail qui tue, on a même la couleur qui nous rappelle la crinière du Roadrunner. Et je vais essayer de le filmer, mais c'est pas évident. Voice of Roadrunner. Si c'est pas la classe, ça. Le mètre cylindre avec l'assistance de frein derrière, ça c'est vraiment trop bien. C'est pas un luxe parce que j'ai connu ça et franchement, c'est pas aussi confort à conduire. La pompe de DA aussi, qui est vraiment pas du luxe sur un véhicule aussi lourd. Sans déconner, je viens rêver vie, elle est trop bien cette caisse. Admirez-moi cet intérieur magnifique, quoi. Rien que les finitions des garnitures de porte, je m'attendais pas à un tel niveau de détail. Ça me rappelle un peu ma Mercury Cougar de 68. Je trouve ça super joli. Et puis ce bleu, tellement beau, tellement typique de l'époque. Ah là 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 là, je la trouve magnifique. Détail absolument génial aussi. Alors je pense qu'il y a eu, l'intérieur a dû être fait. La banquette à l'avant a une spécificité qui est super cool et vraiment pas du luxe là-dessus. C'est que c'est une grosse banquette de Sky, mais au niveau des assises et du dossier, on a une espèce de tissu qui évitera de se brûler le cul et le dos en été. Et franchement, c'est pas du luxe sur ces bagnoles là. Par contre, l'arrière, c'est vraiment du full Sky. Donc, Sky, désolé pour l'éclairage, hein, je suis obligé de bricoler un truc parce que on n'a jamais la bonne lumière. Et alors, hop. Toujours le fameux Roadrunner ici. Du faux bois, du faux chrome. Typique comme on aime sur ces bagnoles. On serait bien passé, il a fait un petit trou dans le tableau de bord pour passer une horloge. Ça franchement, je le dégagerai. Regardez-moi ce beau bleu là. Même ce volant 3 branches qui est immense. Et qui a toujours le petit clin d'œil à la fameuse série Bip Bip et Coyote. Et là c'est écrit Bip Bip, pourquoi? Parce que tout simplement, hop, on a la commande du klaxon en dessous qui permet d'enclencher le fameux Bip Bip. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau!
Et là, alors franchement, un petit avantage pas négligeable, hein, j'ai pu vous le montrer dans la Big Skylark, je me suis pas mal fait chier. Installer une instrumentation complète sous le tableau de bord, hein, une instrumentation additionnelle. Là, sur les Roadrunner, on a déjà toutes les informations essentielles qui sont pas sous forme d'idiot-like, mais avec une vraie aiguille. Ce qui est vraiment top. Donc là, j'ai la température d'eau, j'ai le voltmètre, j'ai la pression d'huile. Truc génial aussi, j'ai l'autoradio, malheureusement AM, hein, les FM étaient beaucoup plus rares, mais qui fonctionne. Et on est vraiment sur du full bleu, hein. Quand je dis full bleu, c'est partout. Je veux dire les pare-soleil, le toit, les montants, la casquette, tout est bleu. Il n'y a pas un endroit où ils ont mis une couleur générique pour tous les modèles, on est sur du full blue. Attention messieurs, dames, les pare-soleil. Qui ne font que pare-soleil. Ça c'est un truc que j'adore aussi, que j'avais sur la Skylark, c'est d'avoir les portes comme ça, les grandes portes sans montant, avec les deux vitres qui s'ouvrent pour vraiment avoir les deux côtés de la voiture complètement ouverts. L'été, c'est super agréable. Et cet arrière, il me fait forcément penser à un de mes premiers amours automobiles américains, les Dodge Monaco et Plymouth Fury de 75 à 78, avec ces gros feux rectangulaires incrustés dans les pare-chocs arrière. Comme d'hab, le grand coffre à cadavre. Voilà. Il y a de quoi en mettre là-dedans de la valise. À la roue de secours, j'ai déplacé, hein, sinon à l'origine, hop, il y a son support qui est là, donc elle est bien casée au fond par-dessus le cric. Donc j'ai la roue de secours d'origine et le cric d'origine. Attention, autre grand luxe de cette époque, un rétroviseur passager. C'est qui le patron? Ma priorité là-dessus, ça va être de m'occuper déjà dans un premier temps de fiabiliser la mécanique, donc je vais lui faire une révision complète, changer les huiles, les filtres, toutes les pièces d'entretien courant. Je vais changer voilà, tout ce qui est caoutchouc, tout ce qui est flexible, tout ce qui est filtre. Pour déjà partir sur une bonne base, je vais aussi m'attaquer à tous les cylindres blocs, le graissage, avant de prévoir dans quelques mois, voire années en fonction du budget, parce que c'est pas donné aussi une belle peinture, il va falloir aussi m'occuper de stabiliser la rouille, parce que aujourd'hui ça va, mais voilà, on est dans un climat qui n'est pas le même que celui d'où elle vient, il pleut plus, il y a aussi du sel sur les routes, même si je vais pas m'amuser à rouler des kilomètres sur le sel, il faut en tous les cas protéger en préventif pour pas que la rouille prenne du terrain. Tout ce que je peux vous dire les amis, reportez pas vos projets à demain. Si vous avez aujourd'hui l'occasion de vous faire plaisir dans votre passion pour l'automobile, lancez-vous. Parce que quand vous êtes au volant de ces bagnoles, vous oubliez tout, quoi. Vous êtes sur un nuage, c'est que du bonheur. Je pense faire une prochaine vidéo sur les choses que j'ai prévu de changer, les petits défauts de la voiture, vraiment à faire un tour complet du chantier à venir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!